Bah, écoutez, super. Merci en tout cas à Cécile. Avant que vous vous présentiez, Cécile, je voudrais simplement rappeler, donc cette fois, et Corentin lancera l'enregistrement ou le replay à ce moment-là, donc rappeler que nous sommes dans le cadre d'un partenariat Université de Lorraine et Sillon Lorrain, que ces webinaires inaugurent deux choses, à la fois un espace plus collaboratif entre les territoires du Sillon Lorrain, déjà en repérant sur une cartographie un peu dynamique les expériences, les actions portées par les uns les autres pour faciliter peut-être ces échanges et ces collaborations. Et puis le fait aussi qu'on ambitionne de créer un espace collaboratif, une communauté de pratiques sur ces pratiques nouvelles qui sont en train de se mettre en place, notamment les pratiques plus ensemblières, plus collaboratives. Voilà, donc ce séminaire, ce webinaire sera lui aussi collaboratif. On va fonctionner avec une application. Corentin, tu peux nous en dire deux mots de cette approche que nous allons faire vivre à Cécile et puis à ceux qui nous rejoignent en direct. Bien sûr. Du coup, ce webinaire, ce sera un atelier avec les personnes qui pourront être présents. On va utiliser pour cela l'application WooClap. Donc, c'est une application, il y a juste besoin d'un téléphone, même juste d'un ordinateur, se connecter au site web wooclap.com/cc2t ou alors juste scanner le QR code de manière à arriver sur une page. Je vais le faire avec vous en direct. Normalement, les téléphones font ça plutôt bien. Et là, vous arrivez sur la page de WooClap qui demande un peu de patience. La Mathilde peut-être affichée. Voilà, là pour tester, pour voir si ça fonctionne bien sur vos écrans respectifs, vous arrivez à une première question, test. Vous êtes-vous déjà rendu sur le territoire des terres touloises? Là, on répond facilement oui ou non. Et comme ça nous permettra déjà de savoir si l'audience d'aujourd'hui connaît votre territoire, Cécile. Donc, vous nous donnerez le pourcentage. C'est ça. Pour l'instant, les réponses avancent encore. Ça Voilà, se on stabilise. va en profiter pour demander à Cécile Gardon, donc, qui est DGS de la Comcom des terres touloises, de nous parler un peu de son parcours, parce que c'est intéressant aussi ce métier de DGS. Qu'est-ce qui vous a amené, Cécile, à ces fonctions? Quel était votre chemin, votre parcours peut-être universitaire ou pas, votre parcours professionnel, et qu'est-ce qui vous a donné le goût, l'intérêt de cette fonction? Merci Claudine. Ben oui, je vais me présenter. Donc j'ai Cécile Gardon, j'ai 50 ans aujourd'hui et j'ai fait, je vais dire juste deux mots sur mon parcours universitaire parce que j'avais déjà en tête de travailler plutôt pour le service public. J'ai fait du droit pendant 5 ans et il se trouve que les 2 dernières années, je me suis spécialisée en droit public interne. Donc je ne voulais pas devenir avocat, je ne voulais pas devenir notaire, je voulais travailler dans le public, je ne savais pas encore trop quoi. Mais plutôt dans la sphère publique. Et puis après, c'est des opportunités. J'ai trouvé du travail dans une commune à Commercy où j'ai commencé comme conseiller juridique pendant 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, j'avais 29 ans, le maire m'a proposé de devenir DGS. Et j'ai accepté, après une nuit blanche de réflexion. J'ai accepté, je suis restée à ses côtés pendant 7 ans. Donc, je suis restée 12 ans dans cette commune, dont 7 ans de DGS quand même. J'ai accepté parce que j'avais envie de pousser un petit peu plus loin. Je commençais à avoir fait un peu le tour de mon poste de conseiller juridique, peut-être à tort, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'avais. Et j'avais envie d'être un peu plus, pas seulement celui qui donne un avis juridique et qui facilite, mais aussi celui qui participe au projet, qui aide à la décision, qui nourrit la réflexion. Et puis voilà, c'était l'opportunité de le faire. Et puis aussi, très honnêtement, je me suis dit que c'était une proposition qui ne se refusait pas. Voilà, c'est des histoires de tandem aussi. Des métiers de DGS, il faut aussi bien s'entendre avec son maire ou son président. Sinon, ça ne fonctionne pas idéalement.
Et puis, pour des raisons tout à fait personnelles, j'ai changé de collectivité en 2008, donc ça fait un moment maintenant que je suis à Terre-Touloise. Ils cherchaient un DGS, j'ai candidaté et puis j'ai été retenue. J'étais très très contente de passer à l'intercommunalité parce que je ne connaissais pas. Et en 2008, déjà, il y avait une grosse montée en puissance des intercommunalités. J'arrivais dans un territoire complètement différent avec des équipes plus jeunes. C'est pas du tout la même ambiance qu'en commune. Des gens plus orientés projet que gestion, à vrai dire, même si on en fait aussi de la gestion. Et voilà, donc ça me permettait de concilier des impératifs professionnels, de rester en Lorraine, mais de changer de territoire quand même, et d'arriver dans une dimension complètement différente. C'était une petite interco quand je suis, enfin une petite. Oui, on était une cinquantaine d'agents. Aujourd'hui, on est 130. Entre-temps, bon, j'en parlerai après, le territoire a bougé, il a grossi. Et moi, du coup, j'ai l'impression d'avoir changé de poste plusieurs fois ici parce qu'on a pris des compétences, on s'est un peu étendu. Et voilà, c'est un poste qui est très actif. Alors, quelle différence entre votre expérience de DG d'une commune et d'une Comcom en termes d'ambiance, de relations, de job Alors, en termes de job, une commune, c'est historique une commune. Donc, on est un peu le point de chute de toutes les questions que les habitants peuvent se poser dans leur relation avec l'espace public. Ça se termine chez le maire. Et dans une commune, le DGS, c'est la pyramide inversée. C'est pas celui qui est tout au-dessus, c'est celui qui récupère en général ce que les autres n'ont pas pas réussi à gérer ou à solutionner. Donc, c'est un bon exercice d'humilité d'être DGS en commune parce qu'on fait aussi des choses pas toujours évidentes de résolution de problèmes, y compris des choses très, très pratico-pratiques pour les habitants. Vous savez, une commune, ça gère des cimetières, des stades de foot, la voirie, les écoles. Certaines intercos gèrent aussi la voirie et les écoles. Ici, c'est pas le cas. Mais la commune, elle est à tous les stades de la vie des habitants. Et ça rejaillit sur le métier. C'est un métier qui est plus opérationnel, hein, DGS de commune. DGS d'interco, il y a de l'opérationnalité, mais les intercommunalités, elles se sont construites récemment autour de l'idée qu'à plus, on pouvait faire des choses plus structurante, avec des moyens mutualisés. Donc, on est dans l'idée du projet. Ça n'empêche pas qu'il y a de la gestion. On gère les ordures ménagères, on gère l'assainissement. Mais il y a aussi des projets. Notre première compétence, c'est le développement économique. Par essence, c'est une compétence de projet. Voilà ce que je peux dire. Donc, c'est deux métiers. L'ambiance est différente, hein. Moi, je dis souvent, quand je suis arrivée en interco, quand je disais à mes collègues qu'il y avait un nouveau projet, ils étaient contents. Ils se frottaient les mains, ils disaient oui, c'est chouette. Quand j'étais en commune, avec déjà pas mal de choses un peu lourdes à gérer, quand j'arrivais et que je disais qu'il y avait quelque chose de nouveau à faire, souvent on me répondait qu'on n'avait pas le temps. Voilà. Donc l'ambiance, enfin, en tout cas ce que j'ai connu moi, hein, je ne veux pas être injuste parce que c'est pas dans toutes les communes comme ça. On était une commune dynamique, volontaire, mais c'est quand même beaucoup de gestion. Voilà. Pour répondre sans trop m'étaler sur le sujet, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est bien, c'est intéressant aussi de parler des métiers, hein, surtout voilà, face à des jeunes professionnels ou des jeunes en cursus de formation. C'est important de parler du métier avec ce qu'on a vécu. Alors, on va maintenant revenir sur Terre Touloise. Si on voit la carte pour situer, à quel pourcentage certains connaissent les Terres Touloises, Corentin? Des réponses que nous avons pour l'instant, 75% de nos auditeurs n'ont pas été une fois sur les terres touloises. Donc on a beaucoup de néophytes. Donc on va boire vos paroles, incroyable. Cécile. Non, je ne suis pas très surprise. C'est pas mal parce que effectivement, voilà, vous êtes quand même très près de la métropole du Grand Nancy, pas si loin de Metz Métropole. Hein, on voit et puis quand même une présence à la fois industrielle et de nature assez forte. Donc voilà, oui. Alors vous n'êtes pas surprise, vous, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que On est assez mal connus. Vous savez, on est proche de la métropole, mais les gens vont à la métropole. Quand ils sont à la métropole, ils ne viennent pas à Toul, ou ils viennent parce qu'ils ont de la famille, ou parce qu'ils se sont dit, tiens,
on connaît un caviste, mais on ne vient pas naturellement à Toul et sur les terres touloises. C'est pas un territoire qui est... Déjà, c'est pas un territoire qui sait bien se vendre. Souvent, je le dis, on est un beau territoire, mais c'est comme si on n'osait pas être fier de notre territoire. Et donc, quand on est à la métropole, on ne vient pas à Toul, c'est rare. On le voit, nous, sur les statistiques de tourisme. On a beaucoup de mal à fidéliser les touristes plus d'une journée. Les touristes qui restent dormir une nuit, d'ailleurs, il y a très peu d'hôtels, hein, qui restent dormir une nuit sur notre territoire, c'est une victoire. Hein. Voilà. C'est l'avantage d'être à la fois près d'une métropole, on bénéficie quand même de cette vitalité, et en même temps c'est un inconvénient puisque c'est un peu compliqué de pousser la route jusque Terre Touloise, il faut une bonne raison. D'accord. Pour autant, vous voyez, là, on a quand même un niveau de connaissance des terres touloises. Alors, vous nous avez dit être arrivé en 2008 dans cette Comcom. Est-ce que vous pouvez nous donner les moments marquants et comment cette Comcom s'est constituée, sur quelle énergie, vous parliez de projet, sur quelle mobilisation, sur comment cette dynamique communautaire s'est mise en place? Alors, je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire à partir de 2008, mais c'est pas mal parce qu'en 2008, quand j'arrive, la plus grosse entreprise du territoire, l'usine Kléber, qui fabriquait, l'usine Michelin, qui fabriquait les pneus Kléber, qui a employé plus de 800 personnes, ce qui était énorme hein, sur le territoire, ferme. La décision de fermeture a été prise fin 2007. Moi, j'arrive en 2008, presque une petite année après. C'est un cataclysme économique pour le territoire, c'est un cataclysme social aussi, parce que 826 emplois, ça fait beaucoup de personnes en nombre de familles. Ça fait des enfants dans les écoles, ça fait aussi des emplois indirects hein, qui ne sont pas comptés dans ces gens-là. Donc moi, j'arrive là-dessus, dans un contexte douloureux, un peu mortifère quand même. Et, chose très marquante, première séance du conseil communautaire à laquelle je participe en 2008, les élus votent la construction du centre aquatique. Tout nouveau, centre aquatique avec une fosse de plongée, un projet hyper ambitieux qui a vu le jour, hein, qu'on a inauguré 3 ans plus tard. 12 millions d'euros, c'était incroyable. Moi, je suis arrivée, je n'étais pas fière. Je me disais, mais ils ont une sacrée volonté quand même. Alors, c'est un projet qui avait été en gestation depuis pas mal d'années. Je pense qu'ils ne pouvaient plus trop reculer, mais ils auraient pu finalement reculer. Ils ne l'ont pas fait. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y avait ce site qui est vide, qui va se vider de ses salariés. Il faudra en faire quelque chose. Mais avant même cela, il y avait un bras de fer à mener avec Michelin pour qu'ils ne partent pas avec perte et fracas, mais qu'ils investissent des moyens pour que les employés qui se retrouvent sans emploi aient des ateliers d'insertion, en tout cas des possibilités de retrouver d'autres emplois. Ils l'ont fait, hein, il y a une convention de vitalisation qui a été signée, ils n'avaient pas le choix, c'est une obligation, mais il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis. Par Michelin, suivi de près par l'État. Donc j'arrive dans cette espèce d'ambiance un peu cataclysmique et en même temps avec une énorme vitalité parce qu'il y avait une adversité. Hein. On ne pouvait pas baisser les bras. Et quand je disais c'est la plus grosse entreprise, la communauté de communes, quand Michelin s'en va, elle perd un tiers de sa fiscalité économique. La fiscalité économique, c'est notre première ressource. Bon. Il fallait y croire quand même. Voilà l'ambiance d'arrivée en 2008. Donc à la fois une situation, presque un drame territorial, oui. Et en même temps cette dynamique, cette volonté qui peut-être a été réactivée aussi par ce drame, cette dynamique qui se met en place. Voilà, ça c'est la situation dans laquelle vous la trouvez. Alors, est-ce qu'elle a évolué depuis 2008 ? Il y a eu des territoires qui sont venus s'associer. Comment elle a, en termes d'association de communes et en termes peut-être d'autres moments forts, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres jalons qui vous semblent… Bien sûr. Alors, moi, quand j'arrive, on a la carte là sous les yeux. Quand j'arrive, donc la communauté de communes Terre Touloise, c'est presque le territoire gris sans fougue. Donc, fougue, c'est complètement, c'est au sud-ouest en fait du territoire. C'est une commune assez grosse, hein, et où il y a Saint-Gobain-Pont-à-Mousson d'ailleurs. On en parle pas mal en ce moment. L'usine Saint-Gobain.
Fougue rejoint la communauté de communes en 2011. Ça, c'est une première étape. Ça nous permet de terminer, d'avoir une espèce de continuité géographique parce qu'on avait la petite commune de Les-Saint-Rémy qui touche Fougue, mais il n'y avait pas Fougue. C'était quand même une bizarrerie. Et de l'autre côté, c'est la Meuse. Donc, le territoire s'unifie en 2011 et en 2014, les communes que vous voyez au nord et qui sont en bleu, qui étaient l'ancienne communauté de communes des Côtes-en-Haies, nous rejoignent. C'est pas grand-chose, hein, c'est 1500 habitants, mais c'est 7 communes qui nous rejoignent. C'est pas évident déjà pour elles. Elles venaient vraiment d'un petit territoire avec des modes, des modes démocratiques très souples, des réunions, ils sont pas très nombreux, où chacun pouvait s'exprimer, était bien représenté. Ils arrivent pour eux dans une grosse machine. Donc il y a eu ce premier enjeu 2014 de réussir cette fusion et c'était pas si simple. Et puis en 2017, là, c'est la partie rose, c'est l'ancienne communauté de communes de Hazel-en-Haye qui est complètement à l'est, qui touche la métropole, hein, puisque la dernière commune, on voit encore Velaine-en-Haye et Sexay-au-Bois, on l'a laissé volontairement, parce que quand on a fusionné, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu Bois-d'Haye et c'est une commune fusionnée. Mais voilà, ils sont arrivés, on a fusionné en tout cas en 2017 avec eux, on a formé ce territoire qu'on voit là maintenant complètement, avec 41 communes, un peu plus de 45 000 habitants. Donc, c'était une grosse différence. Moi, quand je suis arrivée, on était 24 communes et 32 000 habitants. Ça paraît pas, mais ça fait quand même du changement. Et surtout, on a récupéré quasiment que des petites communes, hormis Gondreville et Bois-d'Haye, qui ont un poids démographique assez important, et Fougue, bien sûr, qui a presque 3 000 habitants. Sinon, on est un territoire quand même dominante de petites communes. Sur les 41, il y a 33 communes qui font moins de 1000 habitants. Hein, aujourd'hui. Donc, c'est du rural et de l'urbain, tous la couronne urbaine, et puis le reste, c'est du rural hein, quand même. D'accord. OK. Donc, pour le moment, vous avez 41 communes, c'est ça? Oui. Okay. Alors, on a une autre façon de regarder le territoire, ça c'est son histoire, ses grandes étapes. Vous nous avez apporté quelques images du territoire. Si on peut les projeter, peut-être, voilà, vous allez pouvoir. Ah, puis c'est bien, vous en avez rajouté, c'est bien. Ah, alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces histoires? Alors, vous avez mis. Alors, je pense que les participants le voient. On voit à la fois oui. Le patrimoine naturel hein, du territoire avec le vignoble, les côtes de Toul. Hein, on est dans la Cuesta pour ceux qui font de la géographie. Donc on a un patrimoine, et puis on voit aussi les boucles de la Moselle, là, des personnes qui se baladent à vélo. Donc ça, c'est des marqueurs naturels forts chez nous qui font aussi la beauté hein, de ce territoire et qui peuvent faire son intérêt touristique encore pas trop bien connu aujourd'hui. Vous voyez aussi les figures emblématiques de notre développement économique. Donc le K orange qu'on voit en haut, c'est l'espace K, c'est l'ancien site Kléber en fait, hein, qui est devenu une friche en 2008 et que la communauté de communes a racheté en 2013. Et on en a fait un espace à vocation économique modernisé. Les bâtiments de l'usine Kléber ont été complètement refaits, pas démolis, mais réhabilités et comment dire, compartimentés, parce que c'est énorme des bâtiments de fabrication des pneus, c'est pas du tout adapté pour n'importe quelle entreprise. On les a compartimentés voilà, pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises et en faire un site qui offre une image un peu intéressante de notre territoire et une image dynamique. Donc, il y a des emplois qui ont été recréés, c'est plusieurs centaines d'emplois. On n'a pas recréé autant d'emplois, mais en tout cas, quand même. Donc ça, c'est pour l'espace K. Hein, je passe assez rapidement. On voit bien sûr la cathédrale de Toul, qui est l'un des marqueurs patrimoniaux. On a aussi pas mal de forts sur le territoire, à Villers-le-Sec, à Villers-Saint-Étienne. J'en oublie, mais il y a aussi ça. Je passe un peu du coq à l'âne, je suis désolée, mais ça, je vous le dis comme ça me vient. Vous avez bien sûr une image du centre aquatique, magnifique centre aquatique, donc dont la construction a démarré alors qu'on était dans une situation économique enviée par personne, qui fonctionne très bien, qui a une affluence extraordinaire, et on va faire une extension de ce centre aquatique pour vous dire que ça marche bien.
Et puis en haut à gauche, l'image un peu de haut qu'on voit, ça c'est le parc d'activités de haies, de bois de haies, qu'on a récupéré en 2017, qui est un ancien site de l'ONF, une zone d'activité qui est un peu aujourd'hui low cost et qu'on va requalifier. Voilà, j'en oublie sans doute. Non, c'est à peu près tout. On voit quand même pas mal, j'ai l'impression, de panneaux solaires. Vous Ah avez oui, quand même pardon. une. Alors, il y a deux choses, oui, deux choses que j'ai oubliées. Donc, il y a la boule Michelin que vous voyez en haut en noir et blanc, donc qui est restée d'ailleurs. On l'a gardée, cette boule Michelin emblématique. Les panneaux solaires, c'est pas tout à fait sur notre territoire, hein. On a juste une commune qui est concernée, mais les panneaux solaires de Rosières, c'est la communauté voisine. On a uniquement une commune qui a bénéficié de cette opération d'installation de panneaux photovoltaïques. On va en mettre en place, nous, sur notre territoire, mais ce qu'on voit là, c'est la zone de Rosières. Mais c'est pas grave, c'est proche et on est… Alors justement, voilà, à Rosières, c'est tout proche de votre territoire, c'est quand même un des plus grands parcs de panneaux solaires d'Europe. Est-ce que ça inspire votre territoire? Est-ce que justement, vous avez envie de vous associer à cette dynamique ou pas? Alors, c'est pas vraiment Rosières qui nous a inspirés, on va dire, parce que enfin, je sais pas si vous êtes déjà passé, c'est une bonne opération économique, mais c'est un peu catastrophique au niveau du paysage, hein, je le dis comme je le pense. Voilà. C'est énorme, en fait, c'est vraiment un énorme champ de panneaux photovoltaïques. Il faut passer à côté pour se rendre compte. En revanche, il y a beaucoup de… nous, on s'est engagé dans un plan climat, air, énergie territoriale, les PCAET, je pense que ça parle à quelques-uns d'entre vous. Et Oui. on va aussi faire des parcs de panneaux photovoltaïques, mais de taille moins importante. De taille moins importante. Oui, oui. Et peut-être en préservant vos terres agricoles. Ah oui, oui, non, ça c'est pas, on ne fait pas ça sur des terrains agricoles. Dans deux communes, il y a deux communes qui vont en faire, c'est sur des anciennes carrières désaffectées. Et nous, en l'occurrence, le terrain que la communauté de communes a mis de côté, en tout cas réservé pour ça, c'est un terrain qui est en bordure de voie qui ne pourra pas vraiment être utilisé pour autre chose. Et c'était en partie une ancienne décharge. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes usages. Et puis, quand même, en haut, petit clin d'œil, parce que ça fait partie aussi de ce qu'on fait. On voit un monsieur qui est en train d'aller chercher de l'eau avec un arrosoir, là. On fait de la coopération décentralisée. On a un programme de coopération décentralisée avec une communauté rurale au Sénégal. Et en fait, on leur apporte notre soutien pour des projets d'intérêt général, et notamment l'adduction d'eau potable, qui est un enjeu majeur, hein, dans ces régions-là du Sénégal et d'Afrique plus globalement. Qu'est-ce qui pousse une Comcom à cette coopération? On voit souvent au niveau des communes les coopérations, les jumelages qui permettent aussi aux habitants, aux personnes d'aller rencontrer des cultures différentes, de lier des amitiés. Qu'est-ce qui engage une Comcom à la coopération décentralisée? Bah, c'est une bonne question. Quand j'étais à Commercy, on avait aussi un programme de coopération décentralisée. L'historique de celui des Terres Touloises, il m'a précédé, mais l'expérience que j'avais à Commercy, elle est assez intéressante. Le démarrage de la coopération décentralisée, c'est l'histoire d'une rencontre entre le maire de Commercy et puis le maire d'une communauté rurale du Sénégal qui avait accueilli un chantier jeune qui venait de chez nous pendant quelques semaines ou quelque chose comme ça. Et les hommes se sont rencontrés et c'est de là qu'est née l'envie de coopérer. Et puis après, de fil en aiguille, la coopération décentralisée, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place au niveau national pour rendre ça possible pour les collectivités. Sur Terre Touloise, l'historique, je vous avoue que je le connais moins bien. Je ne sais pas de quoi c'est né, si c'est aussi une rencontre comme ça ou pas. Après, il faut de la volonté, hein, pour perdurer parce qu'ils ont énormément de besoins. C'est super intéressant parce qu'on est sur des problématiques et des priorités complètement différentes. Vous voyez, nous, on construit un centre aquatique. Eux, leur problème, c'est d'avoir de l'eau qui les rend pas malades. Donc, ça fait du bien, hein, ça décrasse, hein, d'avoir des expériences comme ça. Et on vient se voir régulièrement. D'ailleurs, on va au Sénégal et eux viennent en France régulièrement. Donc, c'est hyper enrichissant.
c'est aussi beaucoup d'énergie à déployer pour que ça tourne, parce qu'on a des cultures complètement différentes, des manières de travailler complètement différentes. Mais l'origine du Terre Touloise, non, je ne pourrais pas vous dire sur ce programme. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est votre réponse est intéressante, c'est montrer que dans ces échanges, en voyant d'autres contextes, d'autres priorités, d'autres pratiques, d'autres contraintes, ça aide à remettre en perspective Oui. ce qui se passe sur le territoire, à relire peut-être un peu ses ambitions, ses enjeux, ses projets. Je trouve intéressant. Et puis nos manières de travailler, parce qu'on a des raideurs, nous, quand même. Et c'est super intéressant quand on bosse avec des équipes. Moi, je l'ai plus fait à Commercy que je ne le fais ici, pour des raisons aussi de temps. Mais on a des manières de travailler, de gestion du temps. On est quand même assez rigide en France. Hein, et ça fait du bien aussi, ça, de se mettre au contact de gens qui travaillent complètement différemment. Voilà, on n'a pas les mêmes impératifs et les mêmes enjeux vitaux. Hein. Dans la pyramide de Maslow, on n'est pas du tout aux mêmes endroits. Donc forcément, ça nous fait du bien. Ouais. Super, super intéressant. Mathilde ou Corentin, est-ce qu'il y a des rapports d'étonnement déjà qui s'expriment à partir de ces images? Oui, on a beaucoup d'étonnement. Déjà, pour rebondir de suite sur le programme de soutien avec le Sénégal, donc les gens trouvent ça très bien. Et notamment quelqu'un qui demande ce que ça peut apporter à la Comcom, justement, cette collaboration. Alors, nous, concrètement, ça nous apporte quelque chose humainement. Ça nous apporte humainement des rencontres et une autre manière de travailler. On n'a aucun gain dans une opération comme ça. Hein. Si on parle de manière très triviale, on n'a aucun gain, si ce n'est celui de faire le choix d'investir un champ de solidarité, comme on le fait par ailleurs. Hein. Il y a d'autres sujets qu'on fait localement, où on investit des champs de solidarité. Voilà, ça fait aussi partie du job d'une collectivité de mener des actions de solidarité. Le faire à l'international, nous, ça nous ouvre nos horizons. Ça nous permet de rencontrer des gens formidables et ce que je disais, de se remettre un peu en question dans nos pratiques. Voilà ce que ça nous apporte, de se rendre compte à quel point parfois on s'éloigne de l'essentiel. Voilà ce que je peux vous dire. Techniquement, voilà, j'ai pas d'autres. Si on me demande ce que ça nous apporte, moi je pense que c'est là l'essentiel. Super. Okay. Est-ce qu'on a d'autres rapports, Mathilde? Oui. Oui, alors comme on peut le voir sur les photos, on voit bien qu'il y a une confrontation entre le monde rural et le monde urbain. Et il y a notamment quelqu'un qui soulève qu'il s'agit des conditions idéales pour mener le programme Petite Ville de demain. Comment se placent les terres touloises à ce sujet-là? Alors, comme son nom l'indique, c'est un programme Petite Ville. Hein, et nous, on est une communauté de communes, mais la ville de Toul a un programme Cœur de Ville. Depuis plusieurs années, elle est signataire d'un programme Cœur de Ville. Et la ville de Fougue s'était intéressée au programme Petite Ville de demain, mais nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage de ça. Hein. On peut être éventuellement partenaire, mais c'est entre les mains des communes. Parce que je pense que pour certains, il peut faire l'analogie avec la Comcom de Frémin-Merlebach, qui a une chargée de mission Petite Ville de demain. Ah oui, alors oui, bon, d'accord, ok. Alors, ce n'est pas le cas. Chez nous, c'est resté communal. La ville de Toul a une chargée de mission Action Cœur de Ville, mais on a au sein de nos équipes quelqu'un qui participe aux réunions. Mais je vous avoue que chez nous, c'est quand même, ça reste vraiment entre les mains des communes et je pense qu'elles y tiennent d'ailleurs. Hein. Alors, il y a ça chez nous peut-être qui est particulier, qu'il faut que je dise, c'est que on est une intercommunalité, certes, qui fait beaucoup de choses, mais qui a un degré d'intégration, c'est-à-dire d'appropriation de compétences qui n'est pas si énorme que ça. On a quand même laissé beaucoup de choses, ce qui a été rendu obligatoire par la loi, on l'a pris, hein, le développement économique, l'assainissement, les ordures ménagères, l'eau, tout ça, la GEMAPI, l'urbanisme, etc. On a bien sûr des compétences optionnelles, on a pris quelques compétences facultatives, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas au niveau de l'intercommunalité et qui restent entre les mains des communes. Et c'est aussi un peu la clé de l'équilibre, hein, à mon sens. D'accord.
Ok, donc pour vous, c'est important à la fois voilà, cette dynamique collaborative sur ces grands sujets, au-delà de la réglementation, c'est ces grands sujets en termes de transformation économique du territoire, toute cette dimension aménagement, environnement. Et puis les communes restent aux commandes pour cette dimension plus de la vie, de la mise en vie sur les espaces publics, mais aussi sur les dynamiques sociales qu'elles ont à gérer. Donc, et pour vous, cet équilibre est important. Hein, c'est une ligne forte et une marque forte sur votre Comcom. Oui, avec le bémol, oui, c'est un point d'équilibre qui est important parce que ça permet quand même que chacun existe hein, sur un territoire. Le point, évidemment, le bémol, c'est que les communes ont de moins en moins de moyens et que bien sûr, c'est de plus en plus difficile pour elles d'assumer les compétences qui leur restent. Mais donc, ce que je dis, c'est vrai aujourd'hui, ce sera peut-être plus, enfin, c'est vrai pour nous, hein, uniquement pour nous, j'ai pas la prétention. Peut-être que dans 2 ans, ce sera autrement. Mais aujourd'hui, on a ce point d'équilibre. Vous savez, quand elles ont perdu l'urbanisme, déjà, c'était compliqué. L'eau, n'en parlons pas, donc il est important que chacun joue son rôle et sa place dans un territoire pour trouver une certaine harmonie quand même. Hein. Enfin, D'accord. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, c'est ce que vous vivez et ça fait partie des clés d'équilibre et caractérise la dynamique de votre territoire. Mathilde, on a d'autres éléments d'étonnement? Oui, des personnes s'interrogent sur les filières qui se démarquent sur le territoire. On a beaucoup parlé de l'entreprise Kléber qui a fermé en 2008. Est-ce qu'il y a d'autres grosses filières qui marquent le territoire? Alors, on a des filières de l'économie circulaire. Hein. On a l'entreprise Envie qui est installée sur notre territoire. Oui, l'économie circulaire. On a aussi pas mal de logistique puisqu'on a le parc logistique qui est à Gondreville. Après, je ne sais pas si on peut appeler ça des filières, mais si vous voulez, à la fois, oui, on a des filières. Donc, j'ai économie circulaire, la logistique, en effet. Je réfléchis en même temps que je vous réponds. On a une présence de services publics importante. Ça reste une filière. Avec un établissement hospitalier, on a quand même 2 établissements pénitentiaires sur notre territoire. Et bientôt un 3e. Et puis, on a tout un tissu de PME solide dans des métiers très diversifiés. Vous avez du gros œuvre, du second œuvre, du tertiaire. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de faire en sorte que nos différentes zones d'activité économique n'aient pas tout qui soit mélangé. On a une zone tertiaire, on a une zone plutôt sur l'industrie. Voilà, pour donner un petit peu de cohérence et aussi pour faciliter les échanges. Je pense à Envie, ils sont installés sur le site Kléber, ils sont en lien avec des entreprises pour développer des pratiques ensemble. Donc, typiquement, sur l'ancien site Kléber, vous n'allez pas trouver de commerce. Non, on est sur une ancienne zone industrielle avec plutôt des activités, y compris PME, mais autour des activités industrielles. Ok. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, parce que... Ouais, je trouve que c'est pas mal. On va continuer sur le rapport d'étonnement. Oui, on va peut-être en faire un dernier avant de passer à la suite. Il y a pas mal d'étonnements sur la proximité entre Nancy, enfin la métropole du Grand Nancy, et les terres touloises. Et donc j'ai plusieurs questions à ce niveau-là. Donc dans un premier temps, est-ce que les terres touloises servent un peu de village dortoir? Et lié à ça, quels sont les axes directs entre les terres touloises et Nancy? Est-ce que c'est bien desservi? Est-ce qu'il y a des pistes cyclables? Alors, pour répondre aux deux, est-ce que c'est un village dortoir? Non. Évidemment qu'il y a des déplacements pendulaires des terres touloises vers Nancy tous les jours, des gens qui vont bosser. Il y a aussi l'inverse. Moi, j'en suis un exemple. Je travaille à terre touloise, j'habite dans le Grand Nancy. Mais c'est vrai qu'il suffit de regarder l'état de la 4 voies, ça circule plus dans un sens que dans un autre. Donc oui, bien sûr, il y a des gens qui vont bosser à Nancy et qui rentrent sur les terres touloises. Mais quand vous arrivez sur le territoire, il y a une activité économique et des services publics qui sont présents, qui sont quand même dynamiques, et vous n'avez pas du tout le sentiment d'être dans un village dortoir.
Toul a sa propre existence et sa propre dynamique. Et pas seulement. Hein, vous allez à Gondreville, à Bois-de-Haye, il faut faire le tour du territoire. Les communes rurales, bon, mais c'est une réalité pour toutes les communes rurales de France et de Navarre. Hein, quand il n'y a pas d'activité économique sur place, oui, c'est plutôt du résidentiel. Mais les terres touloises ont une activité économique qui permet quand même de travailler sur place. Et puis, alors sur le déplacement entre Nancy et Toul, ça se fait assez bien. C'est très compliqué par la 31. On ne va pas lancer le sujet là-dessus ce soir parce qu'on pourrait y passer 3 heures. C'est compliqué parce que c'est très engorgé et c'est un sujet de travail d'ailleurs avec la métropole et avec les services de l'État. Je ne sais pas si peut-être que quand je serai en retraite, ils auront fait quelque chose sur la 31. Moi, j'en ai toujours entendu parler. Ça finira sans doute par produire quelque chose pour améliorer cette circulation qui est très dense. C'est desservi par le train. Il y a des lignes de train tous les jours. C'est desservi par le bus. Et pareil, tous les jours, la ligne 410 est extrêmement utilisée par à la fois les scolaires, mais aussi les gens qui bossent, parce qu'en plus, c'est pas cher du tout. Et voilà. Et puis les pistes cyclables, alors, entre Nancy et Toul, oui, c'est possible, mais c'est un peu long, hein, parce que si vous voulez pas vous mettre en danger, il faut longer, faut passer par les boucles en fait, hein, de la Moselle. C'est très très beau, mais pour aller bosser, c'est peut-être pas l'idéal. Vous mettez votre vélo dans le train, ça, oui, c'est possible. Ok. Mathilde, vous suggérez qu'on avance? Oui, après, ça tourne un peu autour des mêmes problématiques. Mais... D'accord. Et j'aimerais juste en profiter pour rappeler aux nouveaux participants qui nous ont rejoints en cours de route qu'on a justement l'application WooClap que vous pouvez scanner grâce au QR code qui vous permet justement d'interagir avec nous et Madame Cécile Gardan pour partager soit vos étonnements ou vos questions. Voilà. Merci pour ce rappel, Corentin. C'est vrai que c'est l'avantage de cette formule, c'est que voilà, on peut discrètement nous rejoindre à tout moment, au-delà de nous revoir et de revoir Cécile en replay. Alors, on voit là, ces images que vous nous avez confiées donnent une belle image du territoire. Vous nous avez retracé l'histoire, ce qui a fédéré la Comcom. Là, on voit voilà, quelques éléments caractérisant le territoire que vous nous avez commentés. Maintenant, votre territoire, il a déjà une histoire intéressante, et vous-même en tant que DGS depuis 2008, c'est un territoire qui a fait déjà un beau rebond, hein, qui sait ce que c'est que la résilience, que rebondir, que se transformer. Comment voyez-vous, finalement vous projetez par rapport à l'état actuel du territoire, comment vous voyez sa projection dans une dizaine d'années, à l'échelle des projets, dans 10, 15, voire 20 ans, comment vous voyez l'évolution de votre territoire? Alors, voilà, l'image mise pour demain, bien sûr, n'a aucune commune mesure, hein, c'est juste un clin d'œil, mais entre ce territoire tel que vous l'avez illustré, tel que vous l'avez commenté, l'histoire qui a fédéré votre Comcom, voilà, vous, en tant que DG, comment voyez-vous ce passage de A vers B? On parle beaucoup de transitions, alors on les nomme, mais et si on ne nommait pas les transitions, mais on essayait d'identifier vers où vous, en tant que DG, vous imaginez où vous avez envie d'amener votre territoire? Alors déjà, surtout pas vers l'image qu'on voit, pour commencer. Demain, dans 10-15 ans, moi j'aimerais que le territoire, alors bien sûr, continue à avoir cette belle dynamique économique qu'il a aujourd'hui, parce que c'est ce qui fait que les gens restent aussi sur le territoire. Or, on a un enjeu de croissance démographique et de lutte contre la désertification rurale. Ça, c'est sûr, hein. Je le disais tout à l'heure, plus des 2/3 des communes ont moins de 1000 habitants. On est dans un territoire à dominante rurale. Et donc, fidéliser les habitants et ne pas devenir des cités dortoirs de gens qui n'auraient aucune vie sur les territoires, qui seraient complètement désincarnés, ça veut dire aussi avoir une belle activité économique et de l'emploi sur le territoire. Ça, c'est sûr. C'est déjà un enjeu aujourd'hui, mais bien sûr que ça ne s'efface pas avec le temps et qu'il faut le conforter. Après, moi, j'espère qu'on ne deviendra pas trop plus gros. Voilà, mon avis de DGS. Je trouve que 41 communes,
ça fait 41 maires. Hein. Quand on réunit tous les maires en réunion, ils sont 41. Pour que chacun puisse s'exprimer, que la démocratie puisse s'exercer, il y a un moment donné, quand on atteint une taille critique, on peut toujours se dire que plus gros, ce sera toujours mieux, on aura plus d'argent, on deviendra une communauté de je ne sais pas quoi. Moi, je pense qu'on y perdra en efficacité, en proximité, en humanité aussi, ce qui est quand même un sacré enjeu dans les grosses structures. Donc j'espère qu'on ne sera pas plus gros. Aujourd'hui, voilà, hier soir, on était en conseil communautaire, c'est 77 délégués communautaires qu'il faut rassembler. N'en jetons plus, quoi. Hein. Il me semble que... on n'est pas loin des chics d'une métropole. Oui, oui, tout à fait. Absolument. Et en plus, alors, au-delà de cet aspect nombre de maires, nombre d'élus, il y a aussi la surface du territoire. Aujourd'hui, on est 473 km². J'étais vérifié, j'avais un chiffre en tête, c'était à peu près ça. 473 km² pour 41 communes. Je fais la comparaison avec la métropole. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Il y a 20 communes, 142 km². Il faut qu'il y ait un bassin de vie, que les habitants se reconnaissent dans un territoire. Une communauté de communes, c'est difficile de s'identifier à une communauté. Souvent, les gens ne savent pas trop à quoi ça sert. Parce que c'est bien normal, hein, on est quand même pour eux un gros machin, étendu sur un gros territoire. Donc, il y a un enjeu de proximité, de ne pas devenir trop gros, de ne pas devenir démesuré par rapport aux préoccupations des habitants et à la capacité qu'on a à répondre à leurs questions, à savoir se rendre disponible, etc., ce qu'on arrive encore à faire aujourd'hui. Et puis, j'espère que notre territoire continuera son empreinte verte qu'il a commencé à bien mettre en place déjà depuis longtemps. Hein. Moi, je le disais à Claudine l'autre jour, on est la première communauté de France à avoir mis en place la taxe sur les ordures ménagères incitative, c'est-à-dire moins je produis d'ordures, moins je paye, et plus je produis, plus je paye. Et puis on a eu de cesse que de développer des actions en faveur de la protection environnementale. C'est pas antinomique avec avoir des zones industrielles et des zones d'activité, hein, ça demande de l'intégrer dans la réflexion. Et ça, j'espère qu'on continuera à être très attentif là-dessus. On n'a plus le choix de toute façon, donc ça ne devrait pas se passer autrement. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, pour préserver une espèce de qualité de vie, en fait, tout ça, ça converge vers ce souhait que j'ai que quand on arrive sur ce territoire dans 10 ans, on se dise, bah, tiens, là, il fait bon vivre. C'est actif, mais on n'est pas dans un gros machin. Je peux trouver un logement sans être ruiné. Je peux trouver une école pour mon enfant, une assistante maternelle, et il y a de l'activité sur le territoire et c'est resté à taille humaine. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, j'espère pas qu'on deviendra un gros truc comme on voit sur l'image, là, qui fait sans doute pas envie en grand monde d'ailleurs. De moins en moins. De moins en moins. Alors, ce qui est intéressant, vous écoutant, Cécile, on sent qu'il y a une dimension d'énergie féminine. Je ne parle pas ni d'hommes ni de femmes, hein, je parle d'énergie féminine, comme beaucoup d'hommes aujourd'hui peuvent avoir aussi dans la lecture du monde. On sent cette sensibilité à certaines valeurs, la notion de proximité, la notion d'équilibre, la notion effectivement du bien vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire dans la poursuite un peu de projets? Je crois que vous avez travaillé aussi ces notions d'équilibre dans des pactes fiscaux avec les communes. Vous avez peut-être d'autres choses qui ont permis de garder, de travailler cette forme d'équilibre, de solidarité entre les communes, entre les territoires. Comment vous faites vivre ces valeurs Oui. Qui constituent une forme d'ambiance de gouvernance, mais aussi d'ambiance de vie, hein. Il n'y a pas que des infrastructures qui caractérisent un territoire, il y a aussi ces ambiances. Et je vous sens aussi sensible à ces questions-là. Oui, absolument, très, très, très sensible à ces questions-là. Alors, il y a plusieurs manières, à ma connaissance, et il y en a sans doute d'autres que je ne connais pas. Il y a plusieurs manières de faire. D'abord, une communauté de communes, elle n'est rien sans les communes. Elle n'est pas un organisme supra qui saurait mieux que les communes.
Donc nous, on est très vigilants. Quand je dis nous, je parle de moi, je parle du président et puis de l'exécutif et de l'équipe de cadre en fait. Mais ça distille après, hein, ça diffuse auprès des agents, ça devient une culture d'entreprise. On est attentif à ce que le lien avec les communes ne soit pas juste des mots. Pour vous donner un exemple, on s'est déplacé dans les secteurs de communes là, pendant novembre et décembre pour aller à la rencontre des maires, sans présentation, 3 fois rien. On leur a dit, voilà, on vient vous écouter. Quelle est votre vision de l'interco? Est-ce que vous avez des attentes? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas dire en réunion, mais là c'est le moment, on n'est pas très nombreux. On a fait ça dans tout le territoire. C'est une manière de garder cette proximité, de mettre de l'harmonie, de rassembler, ce qui est un exercice toujours un peu difficile quand on devient un gros territoire. Vous y faisiez référence, Claudine, on a effectivement conclu un pacte sur des histoires de sous, hein, mais c'est quand même un pacte intéressant, un pacte financier et fiscal qui a été travaillé au début du mandat de 2000, juste après la fusion. Voilà, donc il y a un mandat qui a démarré en 2017 pour le nouveau président, juste après la fusion avec Azel-en-Haye, hein, que je montrais tout à l'heure sur la carte. On a réuni les délégués communautaires et on a travaillé sur comment faire pour mettre un peu plus de solidarité territoriale dans cette communauté de communes qui rassemble des communes très pauvres et très riches. Parce que c'est une réalité. Or, ça peut être la pierre d'achoppement, ça. Hein. Ça peut être mais vraiment la guerre des tranchées. D'ailleurs, c'était un peu ça au début des fusions, évidemment. Donc, on a travaillé sur un pacte qui nous a permis de mettre en place, je ne vais pas détailler ça parce que c'est de la technique et ça va ennuyer tout le monde, la technique financière. En tout cas, on s'est mis d'accord sur des mécanismes de redistribution de moyens financiers, redistribution fiscale entre nous, hein, entre communes et entre communautés, en mettant des critères, hein, c'est pas non plus, il fallait que ça réponde à des critères de richesse justement ou de pauvreté des communes, pour remettre un peu d'équilibre et prendre en compte la diversité des situations. Ça joue. Et puis après, moi, de manière très pragmatique, mais je trouve que c'est très important aussi, les équipes, ici, les équipes d'agents, là je parle, il y a l'impératif de se rendre disponible. Quand il y a une demande d'un habitant ou d'un élu, c'est pas quelque chose qu'on met au-dessus de la pile. Alors moi, ça me semble naturel, mais quand on va dans les communes, ils nous disent, vous savez, c'est pas partout comme ça. Parfois, on appelle et puis jamais personne nous rappelle ou jamais personne nous répond. Ici, la consigne qui est donnée, on n'est encore pas très nombreux, donc on peut faire partager ce genre de consignes et les faire s'approprier par les agents. C'est qu'on méprise personne, on rappelle les gens, y compris parfois pour dire non ou pour dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais en tout cas, on traite les cas dans la mesure du possible. On n'est pas parfait, il y a des ratés, bien sûr, hein, mais sans laisser traîner, quoi, hein, en apportant une réponse. Et les élus font la même chose à leur niveau, hein, quand ils sont contactés par un chef d'entreprise qui veut s'implanter. Souvent, c'est le président qui mouille le maillot ou le vice-président directement, qui reçoit le chef d'entreprise, qui l'écoute, lui présenter le projet. Voilà, tout ça, ça participe de cette proximité, de cette comment dire moi, cohésion territoriale. D'accord. Donc, proximité, équilibre, solidarité, cohésion territoriale. Finalement, ça crée non seulement une ligne de gouvernance, mais une ambiance qui est incarnée, que ce soit dans la façon d'accueillir les entreprises, que ce soit dans la façon d'accompagner les communes au service d'un mieux vivre ou d'un art de vivre en terre touloise. Hein, peut-être qu'on pourrait dessiner pour les 15 ou 20 ans à venir un art de vivre en terre touloise. Hein. C'est peut-être une idée à imaginer avec ces images que vous nous avez présentées, à la fois les coteaux d'une part, les présences industrielles, la diversité des tissus industriels. Alors, par rapport à ça, là, on a regardé un peu le chemin vers lequel vous imaginez cheminer avec votre territoire. Maintenant, une autre façon de regarder ça, en tant que DGS, comment vous pourriez poser votre ambition? Quelle est l'ambition que vous pourriez avoir, vous, en tant que DGS, voilà, vraiment dans vos fonctions? Moi, j'aimerais réussir ça.
Dans mes fonctions, j'aimerais réussir, mais je m'y emploie hein, déjà, mais en tout cas, on ne change pas ces valeurs du jour au lendemain, donc moi, elles sont ancrées, et puis je ne vais rien inventer de nouveau dans ce que je vais vous dire, parce que c'est déjà ce qui m'anime aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup à la... Comment dire, moi? Je crois beaucoup à l'autonomie des personnes et à la mise en valeur de leur potentiel. Je le dis pas comme une petite parenthèse parce que ça peut aussi apporter un éclairage. Je suis par ailleurs coach pour des situations professionnelles. Et donc, j'ai une vraie croyance dans le fait que chacun a un potentiel et qu'il faut le valoriser, l'exploiter, y compris parfois être conscient des limites pour ne pas mettre des personnes dans des situations d'échec euh, qui sont finalement profitables à personne. Donc, je cherchais un autre mot mieux qu'autonomie, ça me reviendra peut-être tout à l'heure, parce que autonomie, je trouve c'est un petit peu tarte à la crème, mais l'idée est là, dans mon ambition si je vous écoute, c'est un peu un espace d'initiative, vous souhaitez Ah, complètement. D'accord. Complètement. Alors, ce qu'on pratique aujourd'hui déjà, hein, moi, vous savez, quand j'ai vraiment un sujet que je trouve compliqué, on le résout en équipe on le résout, oui, on le résout en équipe de direction. J'ai ma petite idée quand j'arrive. Parfois, je repars, j'ai complètement revu ma copie parce que je suis avec des personnes qui raisonnent différemment et que leurs arguments étaient acceptables. Parfois, ça ne se passe pas comme ça, mais c'est possible. Donc voilà, l'autonomie des personnes, la valorisation des potentiels. J'espère aussi qu'on restera une collectivité. On a un marqueur aujourd'hui de dynamique et une certaine simplicité. Et ça, moi, j'adore. C'est pas compliqué quand on vient chez nous. C'est pas compliqué. C'est facile de joindre la DGS. C'est facile de joindre le président. On est accessible. Moi, j'ai des maires qui m'appellent de petites communes qui m'appellent pour des sujets des fois et ils sont tout désolés, mais il n'y a pas de souci. Enfin, on est là pour ça. Moi, je suis aussi là pour ça. Donc, garder comme ça, chevillé au corps, je le dis, c'est pareil, c'est tarte à la crème, mais quand on le fait vraiment, ça a du sens de garder le sens du service public. On est là pour rendre service aux habitants, on est là pour rendre service aux élus, et c'est comme ça qu'on doit continuer à travailler, et on est là pour aider les élus à réfléchir leur territoire. Ils impulsent, mais réfléchir tout seul, impulser tout seul, c'est quand même pas un exercice facile. Donc on est là aussi pour apporter notre contribution justement à comment on voit le territoire, à comment un projet peut être bonifié, comment on peut cranter un peu l'ambition. Des fois, ça vient de l'élu, parfois ça vient d'un collaborateur qui est bien inspiré et c'est ce mélange-là qui fait souvent les meilleurs résultats. Hein. Dans la collectivité dans laquelle je suis, les collaborateurs techniques, que ce soit des cadres ou des non-cadres, font des propositions aux élus, sont en direct en accès avec, enfin, sont parfois en confrontation directe, et c'est drôlement bien. C'est ça aussi la simplicité, hein. Oui. C'est important hein, dans les pratiques professionnelles. Alors bien sûr, on est dans une organisation hiérarchisée. Hein, je vais pas raconter non plus une histoire de bisounours. On est dans une organisation hiérarchisée avec ses codes, etc. On reste une administration. Mais je trouve que c'est assez facile. Je suis passée tout à l'heure voir un collaborateur sur des histoires d'urbanisme. C'est le chargé de projet qui a au-dessus de lui une chef de service qui a au-dessus de lui une responsable de pôle. Il venait d'avoir le vice-président en direct au téléphone, ils étaient en train de régler un problème. Et c'est comme ça qu'on est efficace, à mon avis. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rendre compte, mais on peut s'approprier des choses et ça permet aussi de plus s'investir. Voilà. Ça, moi, j'espère qu'on continuera comme ça, qu'on deviendra. Il faut éviter d'être trop cloisonné. La hiérarchie, c'est bien, ça a ses bons côtés, mais il faut aussi savoir être un peu malin avec ça. Et pas rester coincé. Voilà. Moi, j'ai une question comme ça, un petit élément aussi d'étonnement. On voit, vous marquez fortement cette dimension humaine et comment, en simplement réactivant
des valeurs humaines, en remettant le poids de la qualité relationnelle, de la confiance, de la simplicité dans les réseaux de décision, de résolution. Donc on voit cette forte présence de cette humanité dans votre Comcom que vous portez. Et moi, il me vient une question, on n'a pas parlé du tout du numérique. Est-ce que ça représente quelque chose ou pas, le numérique dans sa partie réseau, infra, données, solutions, applications? Voilà. Quelle place a le numérique dans votre Comcom? Alors, dans la Comcom, dans le territoire, en tout cas, je ne sais pas si je vais répondre à si j'ai bien compris la question. On a le déploiement de la fibre et du numérique sur l'ensemble du territoire, et la communauté de communes a pris la décision de financer à la place des communes la part qui leur revenait. Ce qui n'est pas rien, hein, quand même. C'était à peu près 100 € par prise, je crois, hein, la quote-part qu'on devait financer. Donc, il y a quand même un paquet de prises sur le territoire. C'est à peu près 2 millions d'euros qu'on a mis sur le territoire pour cette fibre, avec le raisonnement de se dire que si ce n'est pas la Comcom qui le fait, il y a des communes qui sont très pauvres et elles n'auront pas accès. Ne serait-ce que cette petite quote-part à mettre en plus, sachant que la région en paye une énorme partie et pas seulement, mais cette petite quote-part, ça pouvait être complètement discriminant sur le territoire. Et donc la communauté de communes, elle a pris le parti de verser. On n'est pas les seuls à l'avoir fait. Il y a beaucoup d'intercommunalités qui ont fait comme ça, peut-être avec le même constat, que sinon on allait aggraver la fracture numérique en jouant pas notre part. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Claudine. Oui, alors ça, c'est sur la partie infrastructure. Est-ce que la dimension numérique est importante dans vos services? Est-ce que la mutualisation de la donnée, le partage de la donnée aussi est quelque chose que vous travaillez ou pas? Où on est sur, effectivement, à l'échelle d'une Comcom, ce qui nous intéresse, c'est l'infrastructure numérique, les réseaux, l'autoroute numérique, etc., les accès. Ou est-ce que vous vous intéressez aussi au numérique sous toutes ces autres contributions en termes de services? Par exemple, aiguillez-moi un peu parce que j'avoue que là, votre question ne me parle pas. Par exemple, est-ce que la production de la donnée, vous commencez à mutualiser la production de données entre les communes, avec les entreprises, pour développer des services, pour nourrir le développement? Ah oui, non. On n'est pas encore, on a du chemin là-dessus. Non, on n'a pas encore vraiment investi cette partie-là. Voilà. D'où la raison pour laquelle j'avais du mal à comprendre votre question. On n'est pas... on a encore des progrès à faire là-dessus. Non, non, c'est pas notre point fort. Oui, puis vous avez pris d'autres axes et d'autres orientations. Oui, on ne peut pas tout faire. Hein. Non, mais c'est sûr, il y a un sujet là-dessus qui n'est pas, vraiment investi, nous, à notre niveau. Hein. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'ambition que vous souhaiteriez partager en tant que DGS? J'en oublie. Pour mon territoire, quelles sont vos ambitions? Alors, c'est ça qui est compliqué parce que c'est mes ambitions pour mon territoire. Moi, j'espère que notre territoire, mais j'y peux pas grand-chose à mon niveau, mais ce que j'espère vraiment, si quand même, c'est qu'on on arrivera à développer suffisamment de services, et je pense notamment aux services publics les plus essentiels de la vie de tous les jours. Je pense à la petite enfance, et ensuite à l'école, et ensuite à la formation, qu'il y aura une réponse sur le territoire pour que les jeunes ne partent pas immédiatement ailleurs, qu'on fidélise un petit peu des filières de formation sur notre territoire. Ça, ce serait pas mal. C'est un peu, c'est d'ailleurs un chantier chez nous, mais c'est un sujet de préoccupation. D'accord. Et en lien avec les entreprises, en lien avec des opérateurs de formation? Tout à fait. En lien, ça peut être avec le CFA. Ça, tout dépend des filières de formation. En lien avec les entreprises, c'est vrai que s'il y a un débouché d'emploi sur le territoire après, c'est vraiment une dynamique qui se fait, qui est collective, de la collectivité qui joue son rôle, qui identifie les débouchés possibles sur le territoire et qui joue sa part pour la mise en place de formations. On est en train de travailler là-dessus. C'est vraiment un enjeu pour que non seulement notre territoire ne perde pas trop de population, mais qui vieillissent pas trop non plus.
C'est-à-dire que, si je vous entends bien, Cécile, la collectivité peut jouer, ou vous pourriez ambitionner de jouer un peu ce rôle ensemblier entre Oui. les collèges, les lycées techniques, les Greta, les AFPA, pourquoi pas l'université, et essayer ensemble avec les associations industrielles, essayer de faire presque un projet de formation ou Absolument. de formation, parce que souvent ces organismes travaillent, mais parfois en parallèle. Absolument. Et oui, mais tout à fait. Je pense qu'on est le bon échelon, pas pour faire à la place d'eux, mais faire en sorte qu'on travaille ensemble sur ces thématiques-là pour que les débouchés qui existent sur le territoire, il y ait une réponse en formation. Et donc, nous, on est l'échelon de rassembleurs, un peu, d'assembliers. Ça ne veut pas forcément dire que c'est nous qui allons faire derrière, mais je pense qu'on est le bon interlocuteur, oui. Absolument. Alors, c'est intéressant qu'on parlait de vos collègues, vos collègues DG, DGS, et on parlait de Pompée, et Martine Sault-Pompée, ils sont voilà, en train de réfléchir aussi à ces questions-là, avec des acteurs, que ce soit les Greta, le lycée technique, AFPA, etc., qui eux-mêmes sont intéressés à faire converger les initiatives, leurs plateformes, leurs projets, et véritablement travailler cette idée de projet de formation du territoire. Donc voilà un sujet sur lequel vous avez matière à oui, c'est un super sujet. Et là, on est encore au tout début de la réflexion, donc effectivement, c'est plutôt pour le coup, pour répondre à votre question, c'est pas quelque chose qu'on a déjà beaucoup investi, mais on commence à travailler dessus puisqu'on a un CFA qui a fermé et qu'il y a un projet qui est en cours de réflexion, qui est complètement dans cet état d'esprit, mais c'est le début. D'accord, super. Bah, écoutez, merci pour ce point-là. Et là, on a un spectre d'ambition. Alors, on a vu que quand vous nous parlez de vos ambitions, quand vous projetez un peu le territoire, on voit qu'il y a, pour faire vivre un peu ces éléments d'ambition, il y a quand même des choses sur lesquelles vous innovez, des expériences un peu originales. Vous nous parliez de cette part financière fiscale avec les communes. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui quelles sont les initiatives, quelles sont les expériences que vous êtes en train de conduire et qui vous semblent assez fortes ou sur lesquelles vous semblez avoir pris quelques longueurs d'avance? Alors, les expériences originales, initiatives nouvelles sur votre territoire. Alors, en plus de tout ce qu'on a déjà dit… Vous pouvez peut-être reprendre dans ce qu'on a dit, celles qui vous semblent importantes à marquer, celles où vous sentez qu'il y aurait peut-être matière à échanger avec d'autres collectivités. Ah, mais alors complètement. Oui, bien, merci de me réaiguiller, je fatigue un peu là. On a une expérience intéressante sur les friches, nous. On a vécu à la fois des friches militaires, des friches hospitalières, des friches industrielles. On est devenu spécialisé dans les friches et à chaque fois, on en a fait quelque chose. Donc, on a une expérience, y compris en ayant fait des fois des erreurs. Bien sûr, et on a appris beaucoup comme ça. Mais on en a fait quelque chose. Le bureau dans lequel je travaille, c'est un ancien bâtiment militaire. On est sur une friche militaire qui est devenu un endroit où vous avez des services publics, le centre aquatique qui est pas loin. On en a fait quelque chose. La friche hospitalière de l'hôpital Jeanne d'Arc à Dommartin, il y a un projet qui est en cours. Là, c'est pas encore fait. Kléber, c'était une friche. Et le parc de Haye, c'est une quasi-friche, on va dire. Donc, on a une expérience originale intéressante. Et alors, pour reprendre les propos que vous aviez au tout début, c'est typiquement les sujets où on met autour de la table des acteurs complètement différents. Vous allez avoir à la fois, je parle sur des projets économiques, on aura bien sûr des acteurs du développement économique. Hein. On a une association d'entrepreneurs chez nous qui ont leur mot à dire sur ces projets-là, qui sont parfois directement concernés, hein, parce que chefs d'entreprise sur les zones concernées. Vous avez tous les services de l'État qui sont des interlocuteurs
incontournable et hyper important, la DREAL, mais pas seulement. Et puis, là, on réfléchit à un schéma de mobilité et notamment à des usages de mobilité sur le parc de haies. Les associations qui utilisent le vélo, on a réuni des membres de cette association parce qu'on a besoin de leur regard. On n'est peut-être pas très... Donc, et puis j'en oublie sans doute des partenaires. On n'est peut-être pas toujours les mieux placés pour savoir ce qu'il y a à faire. En tout cas, c'est important de se mettre autour de la table et de se rendre compte de tout ce qu'il faut qu'on intègre pour qu'un projet fonctionne. Voilà. Et puis les cofinanceurs, bien sûr, qu'il faut savoir convaincre et qu'on met aussi autour de la table. Donc c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment des sujets où on gère de la complexité, du long terme, une multitude de partenaires et où il faut à la fois être capable de répondre à des opportunités qui nécessitent des réponses dans le court terme. Quand un entrepreneur veut s'installer, par exemple, il ne va pas attendre 3 ans qu'on ait réhabilité la friche. Donc, il faut à la fois être capable de répondre rapidement sur des opportunités et en même temps avoir une vision à long terme, prioriser, faire un programme pluriannuel, etc. Donc, nous, oui, on a quand même là-dessus un marqueur territorial fort. En autre expérience originale, on a mené notre chemin sur le développement durable. L'histoire de l'atome incitatif, chez nous, j'en parlais tout à l'heure, ça ne doit pas parler peut-être beaucoup aux gens qui nous écoutent, mais on a été beaucoup contactés au niveau national par d'autres collectivités qui nous disaient mais comment vous avez fait, quels écueils vous avez rencontrés, donc sur des politiques fiscales liées à l'environnement. On a dû apporter notre témoignage et ça a été une vraie construction ici. On n'a pas forcément choisi le plus simple, mais voilà, ça a été un choix politique à un moment donné. Ça fait partie de nos marqueurs. On a été un peu volontariste sur les politiques environnementales. Aujourd'hui, ça passe inaperçu parce qu'on est tous confrontés aux mêmes enjeux climatiques, etc. Mais moi, je suis assez fière de voir que sur notre territoire, on a commencé il y a un moment. On n'a pas toujours réussi tout ce qu'on a entrepris, mais on a quand même fait pas mal de choses et pas mal de chemins, y compris sur des choses très opérationnelles. Voilà, ça va. Le développement durable, c'est pas que des grosses politiques. Parfois, on est sur des trucs où on n'a pas forcément le temps de les aborder là, mais des choses de la vie de tous les jours aussi qui impactent les habitants. Donc ça, c'est un marqueur chez nous, expérience originale. On va mettre en place, alors c'est pas encore une expérience, mais ça va en devenir une. On va mettre en place un réseau de collectivités là pour faire émerger un écosystème d'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie de l'avenir demain, principalement pour les entreprises et pour les gros transporteurs. Voilà, donc cette idée-là a émergé dans la tête du président parce qu'on met en place une station à énergie verte actuellement, mais c'est du gaz naturel pour véhicules et on sait que l'avenir, c'est sans doute l'hydrogène, sauf que tout seul, on ne pèse pas. Donc, on n'a pas la quantité suffisante pour que le modèle soit rentable. Donc, on a contacté des collectivités, même en dehors du sillon lorrain, vraiment assez lointaines, mais qui pouvaient être intéressées parce qu'elles ont un tissu industriel qui peut... et puis, on est sur un axe très passant pour beaucoup de collectivités. Voilà, donc ça va être aussi, je pense, une expérience intéressante. Est-ce que vous en avez trouvé à l'intérieur du sillon ? Je pense à Saint-Paul, Frémin-Merlebach. Oui, alors pour être honnête avec vous, moi je ne suis pas en direct le dossier, donc je n'ai pas en tête, mais bien sûr qu'au sein du sillon, des collectivités ont été contactées et nous en avons parlé même directement avec le président du sillon lorrain sur la filière hydrogène. J'ai plus en tête celle, mais oui, il y en a forcément parce qu'on a une quinzaine de collectivités. Oui. D'ailleurs, ça serait intéressant que vous nous transmettiez le nom de votre responsable, voilà, parce qu'on va bientôt, y compris nous au niveau de l'université, voir comment on peut accompagner différemment les collectivités du sillon sur cette question-là. Alors, juste, ça me permet de terminer et de répondre à votre question en même temps sur cette question-là. En fait, l'interlocuteur chez nous, c'est un projet qu'on mène en lien avec le pays Terre de Lorraine. Et un marqueur original de notre territoire aussi, c'est qu'on appartient à un pays qui n'est pas un PETR, c'est une association,
qui ne fait pas que de l'hydrogène, hein, je vois que c'est en train d'être écrit dans la case, mais le Pays d'Air de Lorraine, c'est vraiment une coopérative de moyens qu'on a créée entre 4 intercommunalités voisines, Moselle et Madon, Terre-Touloise, Saint-Ouen et Colombey. Ça fonctionne bien. On a des sujets communs. Et alors, par exemple, sur la filière hydrogène, l'interlocuteur, il est plutôt au niveau du pays, celui qui connaît bien le sujet techniquement, et on travaille main dans la main avec lui. D'accord, ok. Mathilde, est-ce qu'on a des questions ou éléments d'étonnement à ce stade? Oui, alors on a quelques éléments d'étonnement, hein, donc on a des participants qui étaient là au précédent webinaire et qui font remarquer les similitudes entre certaines problématiques, notamment sur la problématique de l'attractivité et de la captation des jeunes. Donc ça, on en a parlé un petit peu. J'ai une question également sur le rôle de la Comcom dans le développement du bio et notamment sur les vignobles. Ah oui. J'ai une question, j'ai beaucoup de questions sur les vignobles, hein. Peut-être commencer par celle-ci déjà. Alors, sur le développement du bio, je vais faire une réponse un peu plus générale que seulement sur le bio, mais en parlant du vignoble. On a effectivement pas mal de viticulteurs. Ce n'est pas des grosses exploitations, hein, sur le Toulois. On n'est pas dans la Beauce, hein, vous avez bien remarqué. Donc, on est sur des petites exploitations, mais qui sont quand même, voilà, ce n'est pas non plus minuscule. Nous, on a mené une opération foncière en lien avec la SAFER qui nous a permis de récupérer du foncier agricole à destination des jeunes viticulteurs qui voulaient s'installer. Ça n'a pas trop mal marché. On a 2 viticulteurs comme ça qui ont pu acquérir à des conditions intéressantes, parce que souvent le problème pour s'installer, c'est d'avoir le foncier, et c'est là que le bas blesse. Donc on a investi là-dessus. Le bio, on n'a pas vraiment la main dessus. L'Assemblée a voté des mesures d'exonération fiscale plutôt intéressantes pour les agricultures bio, donc ça, on avait la possibilité de le faire, on l'a fait, ce qui n'est pas forcément ultra consensuel, parce qu'on a aussi des agriculteurs pas bio, hein, sur le territoire, mais ça a été fait, donc mesures d'exonération fiscale. Et puis, ce qu'on fait quand même en soutien, on est membre d'un syndicat mixte avec Colombey, syndicat mixte Grand Toulois, qui gère notamment la restauration scolaire. Et le choix des élus a été fait d'axer l'approvisionnement. Ils préparent les repas, hein, ce n'est pas une centrale, ce n'est pas la Sodexo, ils préparent les repas. Donc on axe l'approvisionnement des repas des enfants sur de la production locale et bio. Donc ça, c'est un moyen d'action. Ça fait quand même un paquet de repas qui sont distribués sur Terre Touloise et Colombey tous les jours pour les cantines, hein, et avec ce marqueur, voilà. On fait partie, mais sur le bio lui-même, je vais vous dire, à part ça, on n'est pas aux manettes pour favoriser le bio. D'ailleurs, ce serait pas... Enfin, on n'a pas trop le droit de le faire non plus, quoi, hein. Oui, il y a la région qui donne des subventions pour accompagner les conversions d'entreprises, mais effectivement, on est plus à l'échelle. Nous, ça vaut le coup de le dire peut-être aux étudiants qui écoutent. Nous, la communauté de communes, elle ne peut pas verser d'aide directe aux entreprises, hein. Voilà. On n'a pas le droit de faire ça, sauf si la région nous délègue la possibilité de le faire. Voilà. Donc, évidemment, ça coupe un peu un pan de soutien possible qui serait, effectivement, qui serait une manière d'aider, hein. Voilà. Autre question, Mathilde? Oui, on a d'autres étonnements. Juste pour compléter l'étonnement précédent sur l'attractivité et les jeunes publics, c'était au niveau de Frémin-Merlebac. Je n'ai pas précisé, mais c'était sur notre dernier webinaire avec Frémin-Merlebac. Voilà, on a un autre étonnement sur l'exploitation des données, parce qu'on a parlé du numérique. Et donc, c'est une personne qui dit que c'est une vision, enfin que le territoire des terres touloises a un parti pris sur l'utilisation des données et que c'est pas forcément, comment dire, négatif. J'essaye de résumer, hein, parce que c'est pas toujours, pas toujours très compréhensible, mais enfin voilà, c'est un parti pris. Alors, je sais pas jusqu'où veut aller le territoire sur le numérique, mais en tout cas, voilà, il y en a qui ne sont pas apparemment favorables à 100% au développement du numérique. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Oui, bah, bien sûr, c'est un sujet qui peut être même clivant. Non, bah, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, c'est plus un apport de participants. Voilà. Tout à fait.
Et puis, on peut terminer sur la question de Nicolas Griner dans la discussion qui rebondissait sur votre enjeu de décloisonner. Et donc, il demande si c'est un enjeu à proprement parler de la Comcom, le décloisonnement. Oh, c'est pas un enjeu à proprement parler. Je pense que c'est de la Comcom. Je veux dire, c'est une préoccupation quand on est dans une structure avec des métiers différents, quand on est dans un territoire avec des communes différentes d'identités différentes et de préoccupations différentes. Quand on est une communauté de communes, nous, notre raison d'être, c'est justement de rassembler. Sinon, on n'a pas de raison d'être, c'est de rassembler et de faire des choses ensemble. Donc, c'est un enjeu pour toutes les intercommunalités, quelle que soit leur taille, il me semble. Si on veut bien faire notre job, c'est de faire en sorte qu'on le fasse ensemble. Sinon, on n'a pas de raison, nous, d'exister. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de commune, il n'y a pas de communauté de communes. Donc, effectivement, il faut tout faire pour que, à la fois au sein des services, mais aussi au sein des communes et entre les élus, le fluide circule. Ça veut dire pour les services, quand on parle de décloisonnement, chez nous, il y a un certain parti pris de polyvalence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des métiers spécifiques, mais ça peut arriver de devoir donner un coup de main. Ce n'est pas du tout prévu dans la fiche de poste, mais il y a un coup de bourre sur telle chose. Le décloisonnement, c'est ça aussi. Hein. Et puis, c'est une façon de répondre aux priorités, de ne pas être forcément uniquement dans ce qu'on avait prévu de faire. Là, je parle plus des services. Et à l'échelle du territoire, honnêtement, c'est obligé. On l'a en tête en permanence, de ne pas devenir une machine déconnectée des préoccupations des communes et les communes entre elles qui ne se parlent pas alors qu'il y a des solutions qu'elles peuvent trouver ensemble. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit propre à Terre Touloise. Hein. C'est vraiment un marqueur de l'intercommunalité, ça. D'accord. Mathilde, c'est bon sur les étonnements et les questions? Oui, c'est bon de mon côté. On a fait le tour. Merci. Le dernier point avant la conclusion, parce que je pense que voilà, on approche de 19h, oui, il reste 5-6 minutes, on va respecter, je pense que en cette période de l'année, tout le monde commence à fatiguer. On parlait de collaboration. Est-ce qu'en prenant un peu de recul, vous pourriez imaginer où cet échange vous a permis peut-être de repérer des espaces possibles, souhaitables de collaboration, que ce soit à l'intérieur du sillon ou avec l'université, je dirais, dans toutes ses facettes, peut-être sur l'accueil de jeunes compétences, de stagiaires ou d'autres. Voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire sur cette ouverture que vous pourriez avoir à la collaboration à l'échelle d'autres territoires du sillon ou à l'échelle de l'université? Alors, je pense que les questions qu'on se pose sur les filières de formation et une façon de fidéliser les jeunes du territoire et de le faire en cohérence avec les débouchés de métiers, c'est une réflexion qu'il serait intéressant d'avoir avec l'Université de Lorraine. Parce qu'on est dans des cursus de formation qui sont complémentaires à ce qui existe déjà. On n'est pas idiot. Je veux dire, le point nodal de la formation, c'est sur la métropole que ça se passe. Donc nous, on est sur des propositions complémentaires et je pense qu'il faut que ça se fasse en bonne intelligence avec l'université pour que ça marche. Voilà ce que je pourrais voir. Mais après, moi, je ne connais pas forcément bien tous les métiers liés à l'université. C'est peut-être des fois, j'avais envie de me dire, mais c'est peut-être vous qui allez me dire les sujets sur lesquels on pourrait travailler ensemble, parce que je pense que j'ai une vision assez partielle de ce que fait l'université. Et puis sur le sillon lorrain, j'avoue, je ne sais pas trop. Moi, je m'intéresse à ce que fait le sillon lorrain en territoire associé. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs super chouettes, notamment la bibliothèque numérique. Je ne sais pas quel est son succès, si ça fonctionne bien ou pas. Mais ça, typiquement, dans des territoires comme le nôtre, où on a beaucoup de ruralité, de gens qui sont un peu éloignés, y compris des bibliothèques tout court, c'est un service qui peut être intéressant. Moi, je suis plus demandeuse de... Enfin, vous l'avez vu, nous, on est sur des sujets qui ont un certain pragmatisme par rapport aux besoins des habitants. Donc, moi, j'avais repéré ça sur le sillon lorrain. Il y a peut-être d'autres choses, mais il faut que ça ait du sens par rapport aux habitants. Et puis, ce qui fonctionne pas mal, je trouve, au niveau du sillon lorrain, c'est
c'est les réflexions qu'on peut avoir sur des sujets, des enjeux beaucoup plus importants du type A31, où on se rend compte que ça vaut le coup de peser à plus quand même, quand on veut défendre telle hypothèse concernant la 31, quand on veut défendre le territoire, éviter qu'il y ait peut-être des décisions dommageables qui soient prises, on est quand même plus fort et ça mérite d'être développé parce que ça nous permet aussi, on parlait de décloisonnement, on est vraiment là-dedans, hein, de se rendre compte qu'on peut avoir des intérêts convergents sur des sujets comme ça qui nous concernent tous parce qu'on est traversé par cet axe. Voilà, donc c'est une force, quoi, hein. Ça peut être une force de réfléchir à plusieurs et de peser à plusieurs. À peser à plusieurs, que ce soit à l'échelle de la région, au plan national, ou même pour aller chercher les facteurs européens. Et puis sur les projets les plus concrets, c'est un peu ce que vous évoquiez, c'est pour le moment, c'est la complicité, la connaissance d'un autre DGS et de ses expériences qui facilitent l'échange, mais peut-être qu'au travers de ces webinaires, on va repérer des initiatives, des actions voilà, qui vont pouvoir plus naturellement s'échanger, partager. C'est un petit peu aussi ces fils que l'on souhaite tisser entre vous. En tout cas, vous nous avez partagé cette vision du territoire. Vous avez aussi insisté sur cette dimension humaine, cette importance des valeurs à faire vivre et que vous souhaitez faire vivre sur votre territoire au-delà de toutes ces infrastructures, au-delà des services. Donc, merci pour cette dimension et cette patte qui vous est propre et à laquelle vous tenez. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer comme message? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager? Vous parliez de jeunes compétences, d'en garder sur le territoire, peut-être d'en attirer de nouvelles. Qu'est-ce que vous pourriez lancer ou faire passer comme message? Vous avez envie de conclure? De quelle manière? Eh ben, je vais conclure dans l'idée que vous soumettez là. Les personnes qui nous écoutent ce soir n'ont pas encore définitivement choisi leur métier, se posent peut-être beaucoup de questions et peut-être que ça peut leur donner envie. Moi, j'ai envie de leur dire dans les communautés de communes, dans les communautés d'agglomération, dans les collectivités qui ont des choses à faire, hein, c'est-à-dire à qui des compétences ont été confiées, il y a plein de métiers intéressants. Vraiment plein de métiers très, très différents. Chez nous, j'ai à la fois des directrices de crèches, mais des personnes qui travaillent sur le plan climat, des personnes qui sont chargées de la mobilité, de l'urbanisme, du foncier. Il y a plein de choses intéressantes à faire. Le métier de DGS, il est passionnant. Il demande, de mon point de vue, d'avoir des convictions si on ne veut pas s'y perdre, parce que c'est aussi un monde qui n'est pas évident, avec des politiques qui sont exigeants, qui peuvent avoir aussi parfois des angoisses ou des urgences, etc. Donc il faut quand même avoir confiance en soi et en sa capacité à apporter sa pierre, à apporter aussi un peu de sérénité, d'envie, de confiance, qu'il s'agisse des élus comme des équipes. C'est des beaux métiers à la fois humains, c'est des métiers d'action et c'est des métiers de réflexion. Il y a les deux. C'est pas des métiers manuels, c'est peut-être le bémol que je donnerais, c'est un peu dommage. Mais pour tout le reste, il y a des champs d'intelligence à investir super intéressants, très variés, et qui sont en développement, hein, puisque vous l'avez vu, hein, la carte, et c'est vrai, j'imagine, pour les autres territoires que vous avez interviewés, on est des collectivités en développement. Moi, j'aime beaucoup avoir, je ne dis pas ça parce qu'on cherche des postes actuellement, mais je le dis quand même, j'aime bien avoir de jeunes talents qui arrivent parce qu'ils apportent autre chose. Et ça nous permet de sortir un peu de nos zones de confort aussi quand on est là depuis un moment. Donc voilà, s'il y a des personnes qui se posent des questions, moi je veux d'ailleurs bien volontiers consacrer un peu de temps. S'il y a des questions plus sur les métiers des collectivités, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est mon mot de la fin. Parfait. Merci beaucoup, Cécile, en tout cas, pour ce partage, Merci pour cette humanité. Et puis, on vous souhaite une très belle fin d'année. Merci, vous aussi. Oui, bien sûr. Belle fête de fin d'année. Oui, oui.
Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci pour tout, au revoir. Au revoir.